Alors, on est parti pour le dossier 2. Donc, de la même façon, on va faire le brouillon des zéros ensemble. Alors, un jeune homme de 20 ans. Bon, c'est un peu du délit de sale gueule, mais 20 ans, c'est VIH, faut avoir le réflexe. Consulte aux urgences pour dyspnée évoluant depuis 24 heures. Donc, on est dans un contexte de dyspnée chez le sujet jeune. C'est pas du tout la même chose que dyspnée chez le sujet âgé. Il présente un antécédent d'appendicite. Ça, en général, l'antécédent d'appendicite, ça sert à rien, sauf quand on est dans un dossier de chirurgie abdo. Il a un asthme depuis l'enfance, donc là, vous êtes en pneumo, vous le notez. Et il a une allergie à la pénicilline. Alors là, on met les warnings. Attention, allergie à la pénicilline. Ça veut dire que si on doit mettre un traitement antibiotique, il faut absolument préciser que ça ne sera pas une pénicilline. Il décrit que depuis 3 jours, donc c'est un problème qui s'étale sur plusieurs jours, il a du mal à dormir à cause d'une toux incessante avec des difficultés à respirer. Donc c'est toux nocturne plus dyspnée. La toux qui survient la nuit, c'est une toux assez particulière. Toux nocturne. Donc ça peut faire évoquer le diagnostic d'asthme. En outre, il dit qu'il s'est entendu siffler. Donc ça, on traduit en termes médicaux. Ça veut dire qu'il y a des sibilants. Pareil, ça va en faveur du diagnostic d'asthme. Il présente ses symptômes respiratoires régulièrement chaque printemps. Ça veut dire qu'on a une symptomatologie saisonnière. Donc, quand on est dans un contexte asthmatique, ça fait évoquer les allergies, particulièrement au printemps, puisque c'est la période des pollens. Alors, ces symptômes sont associés à des éternuements et un prurite conjonctival. Donc ça confirme l'hypothèse allergique. Ça fait très rhinoconjonctivite allergique. Mais habituellement, les choses rentrent dans l'ordre après 2 bouffées de ventoline. Donc ça confirme que les symptômes respiratoires sont probablement liés à de l'asthme. Cette fois-ci, malgré 15 bouffées de ventoline par jour, la sensation de dyspnée persiste. Donc là, on est dans un cas qui est inhabituel. On a un patient qui d'habituellement est bien traité par simplement 2 bouffées de bronchodilatateurs. Et là, malgré 15 bouffées, ça ne passe pas. L'inspection rapide de votre patient ne retrouve pas de signe de gravité immédiate. C'est important à savoir, vous n'êtes pas à 2 doigts de l'intuber. Alors, quelle est votre première hypothèse diagnostique justifiée? Donc, en gros, le diagnostic, on l'a posé en lisant l'énoncé. Donc, on sait que c'est un asthme. Ce qui est très important, il faut toujours préciser si c'est un asthme allergique ou non allergique. Donc là, on sait que c'est un asthme allergique. Et en plus, on a dit que les symptômes étaient majorés de façon aiguë depuis 3 jours et de façon anormale. Et donc là, on est dans un tableau d'exacerbation d'asthme allergique. C'est ça le diagnostic. Alors, les arguments, on les a déjà donnés. C'est un patient qui a des antécédents d'asthme, c'est un patient qui présente une toux nocturne, qui a des sibilants, qui a un terrain allergique avec une rhinoconjonctivite allergique, qui habituellement évolue favorablement sous ventoline. Donc ça, c'est l'ensemble des arguments qui sont en faveur du diagnostic d'asthme allergique. Pour revenir un petit peu sur les définitions, alors, il y a plusieurs choses dans la crise d'asthme. La crise d'asthme, c'est un accès paroxystique des symptômes qui normalement durent moins d'1 jour. Ça, c'est la définition de la crise d'asthme. L'exacerbation d'asthme, c'est une majoration des symptômes, mais qui dure quelques jours. C'est le tableau actuel. Il dit que ça fait 3 jours que c'est pas comme d'habitude. L'asthme aigu grave, c'est une crise d'asthme ou une exacerbation d'asthme, mais qui menace le pronostic vital. L'asthme aigu grave, ça peut se voir soit d'emblée, un asthme majeur sans prodrome chez les patients qui sont tranquilles chez eux, d'un coup ils font l'asthme aigu grave et en général c'est ces cas-là qui décèdent au domicile. Et ça peut se voir aussi au décours d'une exacerbation d'asthme qui n'a pas été correctement pris en charge, un patient qui se laisse se dégrader sur plusieurs jours et qui finit par faire l'asthme aigu grave,
à savoir avec des symptômes de gravité immédiat qu'on n'a pas dans ce cas-là, qui sont par exemple la dyspnée à la parole ou même l'impossibilité de parler, les pauses respiratoires, la respiration abdominale, l'agitation, la confusion. Tout ça sont des éléments de gravité majeurs qui font la définition d'asthme aigu grave. Je vois qu'il y a une question. Oui, tout à fait. Ma question est de savoir, peut-on utiliser le terme de décompensation d'asthme et pourquoi ne pas parler d'asthme sévère? Alors, le terme de décompensation d'asthme n'est pas vraiment utilisé. Je vous avais dit dans le dossier numéro 1 que la différence entre décompensation et exacerbation de BPCO, c'est que la décompensation, c'est une exacerbation sévère. Dans l'asthme, on ne peut pas vraiment dire ça parce que si on est dans une exacerbation sévère, dans ce cas-là, on parle d'asthme aigu grave. Donc le terme décompensation d'asthme n'est pas vraiment utilisé. Je dirais qu'il est synonyme d'exacerbation, mais je préfère que vous restiez sur ce qui est décrit par le Collège des enseignants de pneumologie, à savoir crise d'asthme, c'est accès paroxystique moins d'1 jour, exacerbation, majoration des symptômes sur plusieurs jours, et asthme aigu grave, menace du pronostic vital. Vous essayez d'oublier la décompensation d'asthme. Et alors pourquoi on ne parle pas d'asthme sévère? L'asthme sévère, c'est utilisé dans la classification GINA, qui en fait, en gros, sur 1 an, vous demandez au patient, ou sur 6 mois, vous demandez au patient globalement est-ce qu'il est gêné dans ses activités, les symptômes d'asthme, savoir les sifflements, les petits essoufflements, la petite toux, à quelle fréquence ça arrive la journée, à quelle fréquence ça arrive la nuit, combien de fois par an il a dû prendre des corticoïdes, enfin bref, voilà, c'est la classification GINA. Et elle classe en asthme intermittent et en asthme persistant léger, persistant modéré et persistant sévère. Et donc l'asthme sévère, c'est pas utilisé quand on a une exacerbation d'asthme ou quand on a un asthme aigu grave. L'asthme sévère, ça qualifie, on va dire, la fréquence de survenue des symptômes et l'impact des symptômes sur la vie de l'individu. Mais on n'utilise pas le terme d'asthme sévère pour un épisode aigu. Voilà, l'asthme sévère, ça décrit une période un peu plus prolongée des symptômes asthmatiques. Alors, devant ce patient, quel est votre examen clinique? Donc, l'examen clinique, c'est toujours la même chose, c'est interrogatoire, examen physique. Chez un patient qui présente une exacerbation d'asthme, il faut rechercher les facteurs déclenchants de l'exacerbation. Sur un terrain allergique, il faut rechercher notamment une exposition massive à des allergènes. Je ne sais pas moi, est-ce qu'il a fait le ménage chez lui, est-ce qu'il est allé courir dans les champs de graminées. Il faut rechercher une prise de médicaments qui serait contre-indiquée contre l'asthme. Alors classiquement, il y a la prise de bêta-bloquants, ça peut décompenser un asthme. Il faut rechercher des épisodes infectieux. Alors souvent les asthmatiques, ils décompensent sur des épisodes infectieux ORL d'allure virale, parfois sur des pneumopathies. On a aussi parfois l'anxiété ou des problèmes personnels qui peuvent décompenser l'asthme. Et donc à l'interrogatoire, il faut rechercher ces éléments-là. Ensuite, pour ce qui est de l'examen physique, alors vous allez classiquement prendre des constantes pour rechercher les signes de gravité, la saturation, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température pour voir s'il n'est pas en train de faire une infection, la tension artérielle pour vérifier qu'il n'est pas en choc. Dans l'examen physique de l'asthme, il ne faut jamais oublier, truc majeur, le peak flow. Alors le peak flow, c'est jamais fait nulle part, c'est jamais fait aux urgences, c'est fait qu'en pneumologie. Mais si vous ne le mettez pas dans un dossier d'asthme, vous avez 0. Donc c'est une machine toute simple, comme une grosse flûte. Vous les faites souffler dedans et ça permet de suivre l'efficacité de votre traitement notamment. Et si le patient il est incapable de faire un peak flow, c'est aussi un signe de gravité. Et puis aussi, il y a des patients qui ont une mauvaise perception de leur crise, qui ont l'impression de faire une mini-crise, et en fait, ils ont un peak flow effondré, et donc ça vous permet aussi de monitorer l'importance de la crise et l'efficacité de votre traitement. Dans l'examen physique, donc en dehors de la prise des constantes, la mesure du peak flow, il y a bien entendu toujours l'examen pulmonaire classique, inspection, palpation, percussion, auscultation.
Donc, inspection, vous regardez comment il respire, vous regardez s'il est distendu, vous regardez s'il y a une asymétrie, notamment du thorax, qui pourrait être en faveur d'un pneumothorax qui complique la crise. À la palpation, bon, on ne voit pas grand-chose. À la percussion, dans l'asthme, il n'y a pas grand-chose non plus. À l'auscultation, on recherche des sibilants, on recherche un foyer auscultatoire qui évoquerait une pneumonie. Et puis parfois on a une abolition du murmure vésiculaire ou un silence auscultatoire. Ça, c'est un signe de gravité de la crise. Il faut aussi toujours ne pas oublier l'examen extra-pulmonaire et notamment dans la crise d'asthme, toujours la même chose, regarder des signes cardiaques droits pour voir si on n'a pas un cœur pulmonaire aigu. Alors, l'examen clinique retrouve une fièvre à 38,3, une saturation en air ambiant à 88%, des sibilants diffus et un foyer auscultatoire postérieur droit. Le reste de l'examen physique est normal. Quel examen paraclinique proposez-vous? Alors, sur la base des éléments qu'on vous donne, il y a de la fièvre, il y a un foyer auscultatoire, vous savez que votre patient il est en crise, donc vous imaginez qu'il est en train de faire une exacerbation d'asthme sur une pneumopathie. Donc le bilan, c'est la numération formule plaquettaire, la CRP, éventuellement la PCT. Vous pouvez faire un ionogramme pour vérifier qu'il n'y a pas de trouble ionique. Vous faites un bilan infectieux, donc à la recherche d'une éventuelle bactérie responsable du foyer. Vous faites des hémocultures, vous faites un ECBC, vous faites une antigénurie légionnelle et pneumocoque. Pour évaluer l'importance de la crise d'asthme, vous faites bien évidemment un gaz du sang. Une radio pulmonaire pour essayer d'objectiver le foyer que vous suspectez, enfin que vous avez entendu à l'examen clinique. Et puis vous faites un électrocardiogramme, c'est toujours de bon ton chez un jeune qui a une dyspnée. Quatrième question. 1 heure plus tard, une partie des résultats des examens demandés vous parviennent. Donc les globules blancs sont à 16 000 gigalitres, les polynucléaires 70%, macrophages 3%, éosinophiles 1%. Lymphocytes 26%, la CRP est à 240 et la radiographie thoracique est la suivante. Alors juste sur la biologie, on voit qu'il y a un syndrome inflammatoire avec une CRP à 240, qu'il y a une polynucléose neutrophile, donc ça va bien avec l'idée d'une pneumopathie. L'iconographie numéro 1, vous pouvez la voir sur la droite sur votre écran. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Toujours la même chose, on décrit d'abord le type d'examen, après les signes positifs, après les signes négatifs, et enfin on se fend d'une petite conclusion. Donc vous pouvez voir qu'il y a des signes de distension. De la même façon, il y a 8 espaces intercostaux, il y a un thorax en tonneau avec des apex qui sont assez larges par rapport aux bases, une horizontalisation des côtes, un parenchyme qui est hyper clair, donc ça va avec la distension thoracique de l'asthme. Et puis vous pouvez voir qu'il y a une opacité alvéolaire au niveau du lobe inférieur droit, avec un bronchogramme aérien, tout à fait compatible avec une pneumopathie aiguë communautaire du lobe inférieur droit. Vous n'oubliez pas bien sûr les signes négatifs. Le cœur, il n'y a pas de cardiomégalie, il n'y a pas de pathologie pleurale, voilà. Et donc la conclusion de votre examen, c'est distension thoracique avec opacité alvéolaire du lobe inférieur droit compatible avec une pneumopathie aiguë communautaire lobaire inférieure droite. Ah, il y avait une question. Oui, la question est de savoir qu'est-ce qu'un bronchogramme aérien et comment peut-on affirmer qu'il s'agit du lobe inférieur? Alors, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer ça. Donc le bronchogramme aérien, ça c'est un poumon. Qu'est-ce qui se passe dans une pneumonie, dans une pneumopathie? Il y a un œdème qui est d'origine inflammatoire, ou éventuellement il y a du pus qui comble les alvéoles. Et donc du coup, les alvéoles, elles apparaissent en clair sur la radio, c'est ça qui fait l'opacité. Simplement, les bronches à l'intérieur, les grosses bronches, elles ne sont pas pleines d'eau ou elles ne sont pas pleines de liquide inflammatoire ou de liquide purulent, puisqu'elles sont trop grosses pour se combler. Donc elles vont apparaître en négatif. Donc en fait, dans mon poumon normal, si vous voulez, j'ai mon arbre bronchique qui est comme ça.
Comme j'ai de l'air partout dans le poumon, on ne voit pas les bronches parce qu'il y a de l'air dans les bronches et il y a de l'air autour des bronches, parce qu'autour des bronches, il y a les alvéoles. Quand j'ai une infection, j'ai mes alvéoles qui sont là, qui se comblent donc de liquide inflammatoire ou de liquide purulent. Et du coup, en négatif, je vois les bronches. Et donc le bronchogramme aérien, c'est cet aspect où en fait on voit un arbre à l'intérieur de l'opacité qui correspond aux bronches qui, elles, ne sont pas remplies par le liquide inflammatoire et qui se voit en négatif parce que l'alvéole, elle est pleine. Voilà, c'est ça le bronchogramme aérien. L'autre chose, comment je fais pour savoir que c'est un lobe inférieur? Alors, bon, ça, grossièrement, c'est mon poumon. Ça, c'est mon cœur. Il y a un signe qu'on appelle le signe de la silhouette. Le signe de la silhouette, c'est quand j'ai une opacité qui est située par là, donc ce qui est le cas dans mon dossier. Si l'opacité se fond avec la silhouette cardiaque, c'est que mon opacité, elle est située en avant du poumon, alors que si l'opacité, donc elle est située là, mais elle ne se fond pas avec la silhouette cardiaque et on a encore une image qui permet de faire la différence entre le bord du cœur et l'opacité pulmonaire, on dit qu'il n'y a pas le signe de la silhouette. Parce que le poumon, comment c'est fait? Là, vous avez un poumon de profil, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ok? Hop. Ça c'est le lobe supérieur, ça c'est le lobe moyen si on est à droite, ou la lingula si on est à gauche, ça c'est le lobe inférieur. Donc là on est en avant, le cœur, il se projette comme ça, le cœur, parce qu'il est en avant. Donc sur la radiographie, l'image cardiaque et l'image des lobes moyens à droite et de la lingula à gauche se projettent en avant. Et si j'ai une pneumopathie au niveau du lobe moyen ou au niveau de la lingula, l'opacité va se projeter au même niveau que le cœur et du coup, l'image va se confondre avec le cœur. C'est cette situation-là où en fait, on a le signe de la silhouette, où l'image pulmonaire se confond avec le bord du cœur. Inversement, si on a une opacité qui est située dans le lobe inférieur droit ou dans le lobe inférieur gauche, elle est postérieure et elle ne va pas se projeter au même niveau que la silhouette cardiaque. Et donc, il va y avoir de l'air, en fait, sur le bord du cœur et on va pouvoir distinctement voir le bord du cœur. Donc, le signe de la silhouette, c'est ça. Si jamais vous avez une opacité qui se fond avec le bord du cœur et que vous ne pouvez pas voir le bord du cœur, vous avez une opacité du lobe moyen ou de la lingula, en fonction si on est à droite ou à gauche. Si vous avez une opacité en bas, quoi, sur les bases, mais que vous pouvez voir le bord du cœur, c'est que vous êtes dans le lobe inférieur, droit ou gauche. Voilà, c'est ça le signe de la silhouette. Alors, question 5. Quel est votre diagnostic final? Donc ça, on l'a grosso modo déjà dit. C'est une exacerbation d'asthme allergique qui complique une pneumopathie aiguë communautaire du lobe inférieur droit. Je crois qu'il y a une question là aussi. Oui, la question est de savoir que veut dire communautaire. Alors le terme communautaire, c'est pour faire la distinction entre pneumopathie communautaire, pneumopathie nosocomiale. Pneumopathie communautaire, c'est une pneumopathie qui est acquise en ville, chez un patient qui n'était pas hospitalisé, qui n'était pas en long séjour. Et pneumopathie nosocomiale, c'est une pneumopathie qui est acquise après 48 heures, au-delà de 48 heures d'hospitalisation, ou alors chez des patients qui sont en long séjour ou voilà, qui sont hospitalisés. Donc communautaire, ça veut dire pneumopathie acquise en ville.
Et l'intérêt de faire la différence, c'est que la sensibilité des germes des bactéries n'est pas la même, bien sûr, si on a une pneumopathie communautaire ou si on a une pneumopathie nosocomiale. Et même le type de germe n'est pas tout à fait la même. Classiquement, la pneumopathie communautaire du sujet jeune, dans la plupart du cas, c'est un pneumocoque. Question 6. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Alors la prise en charge thérapeutique, c'est toujours de la même façon. La première chose, c'est on dit si on hospitalise ou si on n'hospitalise pas. Après, on dit si on hospitalise en urgence ou si on n'hospitalise pas en urgence. Donc là, en l'occurrence, vous hospitalisez. Bon, il n'y a pas d'urgence vitale dans l'immédiat, donc vous hospitalisez, point barre. Vous pouvez mettre hospitalisation en pneumologie. Ensuite, il faut conditionner votre patient. Vous lui mettez une voie veineuse périphérique. Vous lui mettez donc de l'oxygène puisque vous avez eu une saturation à 88%, donc ça veut dire qu'il a besoin d'oxygène. Vous faites le traitement de l'exacerbation de l'asthme qui associe des aérosols de bronchodilatateurs et une corticothérapie. Donc l'intérêt de la corticothérapie, ça permet de potentialiser les effets des bronchodilatateurs en augmentant le nombre de récepteurs et la sensibilité des récepteurs sur les bronches aux bronchodilatateurs. Ça permet aussi de diminuer l'inflammation bronchique qui est caractéristique chez l'asthme. Quoi d'autre? Là, vous avez un tableau de pneumopathie, donc vous allez le mettre sous antibiotiques. Mais alors attention, vous n'avez pas oublié que vous aviez noté sur votre brouillon des EURO que ce jeune homme il était allergique à la pénicilline. Donc vous mettez antibiothérapie, mais non pénicilline. Je ne vous demande pas de savoir quel type d'antibiotique il faut mettre dans ce cas-là, mais juste d'écrire que vous avez bien compris qu'il ne fallait pas lui donner des pénicillines. Et puis après, on fait la prévention des complications du décubitus. Donc chez un sujet jeune, les héparines de bas poids moléculaire à dose préventive, c'est pas nécessaire, ça dépend s'il se lève ou s'il se lève pas trop. Sinon, au minimum, vous mettez des bas de contention. Et enfin, vous n'oubliez pas de préciser surveillance, efficacité et tolérance. Et si c'est un traitement ambulatoire, il faut mettre observance. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Voilà. Alors, on passe à la question numéro 7. À quelle classe thérapeutique appartient la ventoline et quel est son mécanisme d'action? Alors, donc la ventoline, c'est le salbutamol. C'est un bronchodilatateur d'action rapide qui est un bêta-2 mimétique, donc qui agit sur les récepteurs adrénergiques. Ça vient se fixer donc sur le récepteur bêta-2 du muscle lisse et ça entraîne une bronchodilatation en quelques minutes qui va perdurer 4 à 6 heures. Comme je viens de vous expliquer juste avant, la corticothérapie augmente le nombre de récepteurs bêta-2 et leur sensibilité aux bronchodilatateurs. Voilà, c'est la fin du dossier numéro 2.